Alors, pour commencer, un point sur les généralités du dernier jour travaillé, appelé aussi plus couramment le DJT. Le dernier jour de travail est une date nécessaire dans le cadre des déclarations des arrêts de travail, car il détermine, d'une part, le point de départ de la période de référence pour l'étude des droits, d'autre part, le calcul du montant de l'indemnité, et enfin, le début de l'indemnisation. Alors, comment le déterminer? Eh bien, en règle générale, le DJT, c'est toujours la veille du début de l'arrêt, sauf si le salarié a travaillé le jour de l'arrêt. Et dans ce cas, le DJT sera le jour de l'arrêt. Prenons les exemples que vous avez à l'écran. Donc, dans le premier cas, qui se situe à votre gauche, le salarié est absent le lundi 15 février pour maladie. Le DJT a indiqué, c'est la veille, donc le dimanche 14 février. Dans le deuxième cas, que vous avez à droite, le salarié a travaillé le lundi 15 février. Son médecin lui prescrit un arrêt à compter du même jour. Le DJT a indiqué, c'est le lundi 15 février, car il a travaillé sur cette journée. Un petit rappel concernant le DJT lorsque le salarié n'a pas travaillé le jour de l'arrêt. Comme je l'ai précisé juste avant, dans le cas où le salarié n'a pas travaillé le jour de l'arrêt, le DJT a indiqué, c'est toujours la veille de l'arrêt. Cette règle s'applique quelle que soit la nature de l'absence du salarié, donc maladie, accident de travail, maternité, paternité, etc. Et également lorsqu'un salarié se voit prescrire un arrêt de travail alors qu'il est dans une des situations qui sont listées à l'écran. Donc je vous donne un exemple. Un salarié est en congé enfant malade le lundi, par exemple. Le mardi, il est arrêté car il tombe malade à son tour. Le DJT a indiqué pour son arrêt de travail du mardi. Ce sera tout de même la veille, donc le lundi, même s'il était en congé pour enfant malade. Comment déterminer le DJT en cas de succession d'arrêts de travail? En cas de succession d'arrêts de travail de risques différents, il est indispensable d'établir une attestation de salaire ou un signalement d'arrêt de travail pour chaque risque. S'il n'y a pas eu de reprise d'activité entre les arrêts de travail, le dernier jour de travail reste identique pour chacune des attestations de salaire. Seule la période de subrogation varie selon la convention collective. Comment déterminer le DJT en cas de temps partiel thérapeutique? Dans le cas numéro 1, le temps partiel thérapeutique du 15 décembre au 31 décembre est prescrit à la suite d'un arrêt à temps complet du 7 septembre au 14 décembre. Le DJT indiqué pour le temps partiel thérapeutique est le même que celui indiqué pour l'arrêt à temps complet, soit le 6 septembre. Dans le cas numéro 2, le temps partiel thérapeutique du 15 décembre au 31 décembre ne fait pas suite à un arrêt à temps complet. De ce fait, la règle générale s'applique et le DJT indiqué pour le temps partiel thérapeutique est la veille de la prescription, soit le 14 décembre. Dans le cas numéro 3, un arrêt à temps complet du 1er janvier au 10 janvier est prescrit à la suite d'une reprise à temps partiel thérapeutique du 15 décembre au 31 décembre. Le DJT indiqué pour l'arrêt à temps complet est la veille de la prescription, soit le 31 décembre. Ce DJT s'explique par le fait qu'une reprise à temps partiel thérapeutique est considérée comme une période travaillée. Comment déterminer le DJT en cas de congé paternité? Dans le cas présenté, le salarié prend son congé de naissance jusqu'au 17 mai et son congé paternité immédiatement après, à compter du 18 mai. Le congé de naissance étant pris en charge par l'employeur, le DJT indiqué pour le congé paternité sera donc la veille, le 17 mai. Vous pourrez retrouver toutes les informations relatives au congé paternité en cliquant sur l'ampoule en bas de page dans le support. Nous vous le transmettrons en fin de webinaire. Comment déterminer le DJT en cas de congé parental d'éducation ou de soutien familial? Alors, dans ce cas de figure, le salarié a travaillé jusqu'au 30 juin. Il prend un congé parental du 1er juillet au 31 décembre et il présente un arrêt maladie à compter du 1er janvier. Le DJT a indiqué pour l'arrêt de travail du 1er janvier, c'est le dernier jour de travail effectif avant le congé parental, soit
le 30 juin. Comment déterminer le DJT en cas d'accident de travail? Dans le cas numéro 1, votre salarié a un accident de travail le 12 juin qui entraîne un arrêt de travail immédiat à compter de ce même jour. Le DJT indiqué est donc le 12 juin. Dans le cas numéro 2, votre salarié a un accident de trajet le 12 juin en se rendant sur son lieu de travail. Malgré qu'il n'ait pas débuté sa journée de travail, elle doit être prise en charge par l'employeur. Donc, le DJT indiqué est le jour de l'accident, soit le 12 juin. Dans le cas numéro 3, votre salarié a un accident de travail le 12 juin, mais il revient travailler le lendemain, le 13 juin. Entre-temps, son état se dégrade et il est arrêté à compter du 14 juin. Dans ce cas, le DJT indiqué est le DJT réel et non celui de la date de l'accident de travail, donc le 13 juin. À présent, nous allons voir comment déterminer le DJT en cas de congé. Prenons l'exemple d'un arrêt maladie du 16 juillet au 15 août, qui fait suite à un congé du 1er juillet au 15 juillet. Compte tenu du fait qu'une période de congé est considérée comme une période d'activité, le DJT indiqué est la veille de l'arrêt. Dans le cas d'un congé sabbatique ou d'un congé sans solde, aucune indemnité journalière ne sera versée par la CEPAM. Il n'est donc pas nécessaire de réaliser un signalement d'arrêt DSN pour ces situations, même si le salarié fournit à l'employeur un arrêt de travail. Quel DJT indiqué en cas de nouvelle embauche? Dans le cas numéro 1, le salarié a signé un contrat de travail avec une date d'embauche au 1er juillet. Le 1er juillet, il ne vient pas travailler et présente un arrêt de travail à compter du jour de l'embauche. Étant donné que le contrat est signé malgré que le salarié ne se soit pas présenté le jour de l'embauche, un signalement d'arrêt de travail doit être effectué et le DJT indiqué sera le jour de l'embauche, soit le 1er juillet. Cela est justifié par le fait qu'il n'est pas possible d'indiquer un DJT antérieur à la date de début du contrat. Dans le cas numéro 2, le salarié n'a pas signé de contrat de travail et son embauche est prévue le 1er juillet. Le 1er juillet, il ne vient pas travailler et présente un arrêt de travail à compter du jour de l'embauche. Le contrat n'étant pas signé, il n'est pas considéré comme salarié. Il n'y a donc pas de signalement à effectuer de la part du futur employeur. Au même titre, lorsqu'un salarié est censé débuter un nouveau contrat de travail, mais qui est déjà en arrêt depuis une certaine période avant l'embauche, le nouvel employeur n'a aucune démarche à effectuer vis-à-vis de la CEPAM, puisque l'arrêt intervient avant le début du contrat. Quel DJT indiqué dans le cas d'un arrêt maladie qui fait suite à une visite de reprise? Dans l'exemple présenté, un arrêt de travail intervient du 1er février au 14 juin. Une visite de reprise a lieu le 15 juin. Et suite à cette visite, un arrêt de travail est établi à compter du 16 juin. La visite de reprise étant considérée comme une période d'activité, la journée du 15 juin est due par l'employeur. Le DJT a indiqué pour l'arrêt de travail du 16 juin, c'est donc la veille de l'arrêt, le 15 juin, qui est aussi pour le coup le jour de la visite de reprise. Quel DJT indiqué en cas de reclassement professionnel? Alors, vous pouvez être confronté à plusieurs cas de figure lorsqu'un salarié est en arrêt de travail pendant un congé de reclassement professionnel. Dans le cas numéro 1, l'activité du salarié prend fin le 15 juin et il n'y a pas de période de préavis légal à la fin de son activité. Son congé de reclassement débute à compter du 16 juin, soit immédiatement après l'activité salariée. Le 16 juillet, pendant son congé de reclassement, le salarié présente un arrêt de travail. Le DJT a indiqué pour cet arrêt de travail, c'est la veille du congé de reclassement, soit le 15 juin. Dans le cas numéro 2, l'activité du salarié prend fin le 30 juin. Le congé de reclassement débute le 1er juillet et prend fin le 31 octobre. En parallèle, il exécute un préavis légal à compter du 1er juillet et jusqu'au 31 août. Le 6 août, pendant son congé de reclassement,
mais aussi au cours du préavis légal, le salarié présente un arrêt de travail. Le DJT indiqué pour cet arrêt de travail, c'est la veille de l'arrêt maladie, donc le 5 août. Cela s'explique car la rupture du contrat de travail ne sera effective qu'à la fin du préavis légal, soit après le 31 août, et qu'en attendant, il est toujours considéré comme salarié et donc en activité. Dans le cas numéro 3, l'activité du salarié prend fin le 30 juin, le congé de reclassement débute le 1er juillet et prend fin le 31 octobre. En parallèle toujours, il exécute un préavis légal à compter du 1er juillet jusqu'au 31 août. Le 6 octobre, soit après la fin de la période de préavis légal, mais toujours pendant le congé de reclassement, le salarié présente un arrêt de travail. Le DJT indiqué pour cet arrêt de travail, c'est la date de fin du préavis légal qui équivaut en fait à la date de fin de son contrat de travail, donc le 31 août.